Chers collègues professionnels de la restauration, nous allons vous présenter au travers du film d'aujourd'hui le portrait de deux chefs qui travaillent en collectivité, qui font un travail magnifique avec des circuits courts, des produits frais et vous allez voir qu'on peut bousculer beaucoup d'idées toutes faites sur la restauration collective. J'essaie de faire une cuisine propre avec les moyens qu'on a, quoi. C'est-à-dire que acheter au maximum des produits de proximité et bon, on est obligé quand même de passer par des produits industriels voire semi-industriels pour travailler, ça c'est normal. Et j'essaie de faire attention à ce que je donne aux élèves, parce que bon, on a quand même une responsabilité autant sur le plan éducatif, mais surtout sur le plan médical. On a des élèves qui passent l'année scolaire complète, donc on nous les confie de septembre jusqu'au mois de juillet. On ne peut pas se permettre de leur donner n'importe quoi à manger. L'approvisionnement, on passe les commandes une semaine à l'avance. Et j'aime bien que chaque fournisseur soit spécialisé dans sa partie. Par exemple, les volailles, je les prends dans un volailler. La viande, c'est ou un boucher ou un producteur. Le bio est en moyenne 20 à 30% plus cher. Mais quand on travaille sur du produit brut, automatiquement, on le récupère sur la fabrication. Pour pouvoir faire un travail de cette qualité, tu as besoin de plus de personnel qu'un autre restaurant collectif? On aurait besoin de plus de personnel pour faire toutes ces manœuvres. Quand on travaille des produits bruts, on les transforme, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup plus valorisant que de travailler des produits cartonnés. Tu le ressens au niveau de ton personnel, une certaine valorisation, une satisfaction? Je le ressens au niveau du personnel, même parfois on arrive à des points qui effleurent une jouissance. Bon, par exemple, quand on travaille à fond sur des semaines comme la semaine du goût, voire les repas de fin d'année, on arrive à obtenir presque une jouissance qui correspondait à peu près à ce qu'on a connu dans la restauration traditionnelle quand on est en euphorie, plein coup de feu, plein service. Actuellement, je suis en train de désosser une poitrine de porc. Alors la poitrine de porc, je ne sais pas si elle est estampille. Oui, voilà, le porc, c'est un porc local qui est élevé au grain en particulier. Donc ici, c'est une agriculture de montagne. Je suis en train de faire une rillette parce que bon, là le plus gros du travail c'est ce que tu es en train de faire. Là, d'ailleurs, ce genre de travail peut être fait par le boucher lui-même. Mais je préfère le faire moi-même parce que les os ont une importance dans la rillette, parce que les os apportent un goût particulier à la rillette. Moi, j'ai rencontré un passionné qui a essayé de me faire partager sa passion. Donc, il m'a expliqué ce qu'était le slow food, sa démarche culinaire, pédagogique aussi, hein, le rôle important que ça a par rapport à l'éducation au goût, bien sûr, à la découverte d'une cuisine plus naturelle, qui soit aussi meilleure pour la santé. Et je pense que c'est avant tout un passionné et c'est quelqu'un qui sait faire partager sa passion. Donc, moi, j'ai eu un très bon contact avec lui. Au premier abord, vous avez été séduit, vous aviez des résistances? Tout à fait, parce que ça correspond, je pense, à la démarche qu'on souhaite avoir dans un établissement scolaire. On a affaire à une population qui, c'est vrai, se jetterait beaucoup plus facilement sur du hamburger frites que sur autre chose. Ça fait partie de notre démarche éducative de l'éduquer au goût. Ça fait partie de notre démarche et de notre responsabilité aussi de sauvegarder tous les aspects relatifs à la santé à travers l'alimentation. Donc c'est une démarche qui me convient tout à fait parce que je trouve qu'elle est parfaitement cadrée avec un service d'éducation nationale. Alors là, j'ai terminé ma découpe. Maintenant, on va attaquer autre chose. On va partir sur les légumes du couscous. Alors là, on est sur de la courge bio. Cette courge va rentrer dans la composition du couscous.
Voilà, je vais vous parler aussi de notre pain. Alors, on travaille avec le boulanger du coin. On travaille un pain semi-complet. Vous voyez? Donc, des farines spéciales. On a un pain de très haute qualité. Et ça ne nous coûte pas plus cher. C'est un artisan boulanger. Et là, je ne vous ai pas précisé, on est livré 2 fois par jour, voire 3 fois si c'est nécessaire. C'est-à-dire que le matin, il nous apporte un volume de pain chaud pour le petit déjeuner. Donc les élèves ont l'équivalent de ce qu'on trouverait dans un hôtel de luxe. Ils ont du pain craquant le matin. Ensuite, on a une livraison vers 10 h du matin. Et puis après, si jamais on est un petit peu juste, on a quand même le complément qui est fait grâce à la proximité. Très bien. Alors qu'autrement, on serait obligé d'avoir des volumes de pain congelé pour pouvoir pallier au manque, alors qu'ici, on n'a pas de problème du tout. Bien sûr. Voilà. Toutes les pommes et toutes les poires de l'établissement sont produites par un producteur bio. Donc il a cette garantie et c'est comme on discutait tout à l'heure, le coût. Le coût est moindre parce que justement il nous fait un prix. Il nous fait un prix parce qu'il a un client sur toute l'année. C'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher que le traditionnel, mais on le retrouve en rapport à la taille. C'est-à-dire qu'une pomme achetée en primeur elle va être énorme, alors que ces pommes bio sont raisonnables. Il y en a plus au kilo. Tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que quand on démarre quelque chose, on a un producteur, on le fait travailler. Lui, automatiquement, il va planter ou élever des animaux en fonction de la demande. Et donc, tout le monde se retrouve. C'est le système qu'utilisent les restaurations de collectivités traditionnelles, d'acheter la production entière, voilà. Et de fixer... Mais seulement après, ça devient un enjeu financier où, quand on voit les grandes surfaces qui prennent les fournisseurs à la gorge, ceux qui négocient le prix à les écraser, c'est pas propre, quoi. En fait, on détruit le pouvoir d'achat de l'agriculture. Alors, tu vois, on est filmé là, tu vois. J'ai une équipe qui sont en train de faire. Non, pas de problème. Écoute, au contraire. Donc, tu vas poser donc un rucher à côté des vignes. Ouais. Formidable. C'est formidable. Ne te cache pas, ne te cache pas. Monsieur Marie, qui est donc producteur de miel de très haute qualité. De très haute qualité. Et puis aussi, je fais des caramels aussi, il faut le dire. Ah, ben écoute, il fait un produit transformé. Hein. Voilà. Des caramels au miel de lavande, caramels au miel et chocolat de montagne. Tu dégusteras ça? Ouais. Comme ça. Tu les connais déjà, il me semble. Oui, bien sûr. Sur une nouvelle découverte. Au noir, j'ai fabriqué le dernier là. Ah, le dernier, c'est le même. noir. Donc c'est pas au point. Voilà les échanges alimentaires qu'on peut faire avec en direct. Quoi. C'est formidable cette visite là. Tous ces produits sont bio, ouais, les choux sont bio, les carottes sont bio, les courgettes sont bio. Et donc là, avec produits bruts et carottes donc, qui va cuire, tu n'as pas besoin de les laver plus que ça, ni de les éplucher, ni rien. Ben, à la sortie de la machine, elles vont être rincées et éventuellement je mets une giclette de vinaigre comme je dis, mais ça n'a aucune importance puisque ce produit va être cuit pendant de très nombreuses heures. À basse température. À basse température, oui. Je démarre sur une température, je démarre jusqu'à l'ébullition, au point d'ébullition. Après le point d'ébullition, je maintiens ma cuisson aux alentours de 75 degrés pendant le temps qu'il faut, quoi, le plus longtemps possible. Ça peut aller jusqu'à une vingtaine d'heures sans problème. Parce qu'il faut reconnaître une chose, quand je dis ça, on me dit mais vous vous rendez compte le prix que ça peut coûter une cuisson si longue? Eh bien non, une cuisson si longue ça coûte moins cher qu'une cuisson en température forte parce que pour maintenir un liquide à 75 degrés, il faut pratiquement rien en énergie. Avec une bougie, on arrive pratiquement à tenir une quantité importante de bouillon. Voilà, ça suffit largement. Ça ne sert à rien de faire tourner ça pendant des heures parce qu'une fois qu'on fait tourner, on perd de la matière.
En fait, là, on est en train de faire quelque chose de propre, d'arrondi légèrement, qui se servira facilement à la louche et qui nous rendra toute sa qualité gustative. Bon, il faut reconnaître que cette opération peut être réalisée que dans les établissements dotés de légumeries. Le problème qu'il y a, c'est que les 15 dernières années, ou même les 20 dernières années, on a créé des restaurants sans légumerie, donc c'était de la cuisine d'assemblage. Et c'est à partir de ce problème qu'on est arrivé à n'importe quoi et à être sous-alimenté parce qu'on a des produits qui sont complètement exempts de nutriments, quoi, hein. Non, là, comme ça, regarde. Tu plantes au milieu, là où il y a le blanc, tu tires jusqu'au bout, tu plantes au milieu, tu tires jusqu'au bout. Tu fais une fois, hop, et ça c'est pour que, tu vois, toutes les parties sales, elles s'écartent et elles se nettoient. Je vais le laisser là. Ça tombe. Les autres établissements, il y en a beaucoup pour lesquels c'est une punition d'être obligé de rester à la cantine le midi, quoi. Ici, absolument pas. Discuter avec ma fille qui est en Australie en ce moment. Il ne faut pas généraliser quand même. Hein, parce Non, mais dans beaucoup, il y a pas dans d'autres tous. chefs qui sont bien. Non, mais pas dans tous, évidemment. Mais il y en a certains, comme tu te dis, oh là là, je suis en stage aujourd'hui là-bas, tu regardes autour, bon, où est-ce que je peux aller manger vite fait à midi, quoi. C'est pas... Moi, personnellement, je pense que tous les chefs sont bien. Après, il faut C'est le choix des moyens qu'on leur produits. donne, Voilà, c'est le choix des produits et les moyens qu'on leur donne pour pouvoir accéder aux produits. Ah ouais. En plus, Ils n'ont pas envie, quoi. ça décourage même les jeunes parce à que je ne peux pas tomber dans la collectivité si je. Tout à fait. Parce me qu'ils pensent retrouve- que la collectivité, ça se résume à ouvrir des boîtes, etc. Alors que ici, ça n'a rien à voir, quoi, hein. Et d'ailleurs, moi, mes élèves, ils sont toujours hyper contents de venir ici parce qu'ils savent qu'ils vont cuisiner des produits, etc. D'ailleurs, quand ils reviennent chez nous, ils sont toujours très contents de nous montrer les recettes qu'ils ont appris avec les cuisiniers. Ah, nous, à Poléro, on faisait comme ça, ou c'était telle recette. Bon. Et ils comparent surtout avec nos cuisines de l'établissement, qui sont bien, mais malheureusement, ils sont toujours un petit peu en regret de quitter Poléro, et pour l'encadrement, et aussi pour la nourriture. Ils ne travaillent pas tous avec les mêmes produits, et ça se voit très bien. Les assiettes, ici, elles repartent rarement à la poubelle. Malheureusement, chez nous, il y a du gaspillage qui est fait. Alors aussi peut-être du fait de manque, on va dire, d'éducation, de découverte du goût de la part des jeunes, mais aussi parce qu'on ne les incite pas à aller vers autre chose que ce qu'ils peuvent trouver chez eux. Voilà. Alors André, on voit que tu essayes de faire un travail avec beaucoup de produits locaux, avec beaucoup de produits bio, mais que tu es quand même obligé d'utiliser des produits hors saison, comme on vient de voir, tels que la courgette, la tomate, le poivron. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas briser leur habitude alimentaire. Et donc, un exemple, tu fais un couscous. Un couscous, c'est un produit qui se consomme toute l'année. Bon, on est en hiver, la courge va rentrer dans le produit de saison, le navet va rentrer dans le produit de saison, la carotte va rentrer dans le produit de saison, mais à l'intérieur, si je veux l'agrémenter avec des poivrons, avec des courgettes, je suis obligé de taper dans les produits hors saison. Bon, actuellement, on a des approvisionnements qui viennent de serre ou pas forcément de très loin, quoi, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on a la Provence qui est juste à côté. Hein. Là, on cadre vraiment sur une agriculture au moins locale. Voilà, le maximum d'agriculture locale. Et puis après, les à côté, on n'a pas le choix. Si je veux servir des oranges à mes élèves, automatiquement, mes oranges ne seront pas locales. Alors que les pommes et les poires le seront locales. Tu as le numéro d'ici ? Oui. Ben, tu me donnes un coup de fil, tu me dis. Parce que bon, depuis qu'on a pu prendre le guinard, ben, on est condamné au surgelé. Hein. Tout à fait. Donc, je sais qu'il existe une filière poisson frais
Parce que bon, on est en lacune dans notre commune, on n'a plus de poissonniers prêts à nous servir. Et je sais qu'ils ont une filière à poisson frais, donc ils m'annoncent qu'elle n'est pas dans son secteur. Il faut qu'on se tourne sur... C'est comme les légumes en frais. Ouais, je sais, mais Et pas dans notre secteur. ça ne nous intéresse pas par contre, Oui, parce voilà, que- mais pour dire parce qu'on a quand même de bonnes références en fruits et légumes, alors qu'en poisson, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Donc on est en recherche de poissons frais. Là, je suis en train de préparer un taboulé, quasiment instantané. Alors j'appelle ce taboulé le taboulé 3 tiers. 3 tiers pourquoi? Parce qu'il y a un tiers d'humidité, un tiers de tomate et un tiers de féculent, donc qui peut être du couscous ou du boulgour. Ça c'est le plus long. Alors vous voyez, produit ultra frais. Bon, et quand on n'a pas les moyens d'avoir le produit ultra frais, on travaille avec la même chose mais en surgelé, qui sont de très bons produits aussi. Hein. Comme on dit, faute de grive, on mange du merle. Alors tout est concassé grossièrement à la base liquide, comme je disais. Voilà. Donc je les pèle à blanc, je les coupe simplement grossièrement de façon à ce que le blender Voilà, donc le produit est homogène, le produit sec, la louche aussi, comme je dis, ça peut être du couscous, du boulgour, là c'est ce boulgour. Je viens de faire avec un produit de très haute qualité, avec un produit qui est complètement industriel, où vous allez faire un assemblage d'une boîte de conserve avec de la graine de couscous, on est gagnant. On est gagnant. Il y a une différence notable entre le fait de broyer ces épices ou de les prendre toutes faites? C'est pas comparable. Parce que je travaillais avec du poivre moulu industriellement, quoi, le fameux poivre moulu en poche de 1 kg. Et à plusieurs reprises, je faisais des préparations qu'avec des produits de qualité. Et à la fin, quand je goûtais, j'étais déçu. Et le résultat était pour moi loupé. Je ressentais une amertume désagréable qui était due au poivre de mauvaise qualité. Et c'est pour ça que maintenant, on a un seau... on fait nos propres mélanges, il y a un peu de tout. On met même il y a du poivre vert, il y a du poivre noir, il y a du poivre blanc. Il y a même un petit peu de coriandre. Et on obtient un poivre personnalisé. Alors je fais un beurre de crevette. Donc c'est pareil, c'est une cuisson douce. Je mets ma plaquette de beurre. Et dedans, je vais mettre 300 g de crevettes. Donc c'est des crevettes crues, comme on trouve dans le commerce, et on les touche aux alentours de 7 € le kilo. Le reste, c'est pour la prochaine fois. Donc avec 3 €, je vais faire une sauce crevette façon Mantua. Pour combien de convives à peu près? J'ai une quarantaine de poissons à servir. Alors là, je démarre pour avoir une légère fusion. Ensuite, je laisse la veilleuse et je laisse le travail se faire sur ma plancha au ralenti. Donc après, je vais les décortiquer. Et les carcasses et les têtes vont me servir. À parfumer le lait pour faire ma sauce. Donc tout est recyclé. Et les queues de crevettes, elles vont être découpées et incorporées dans la sauce. Donc il y aura la mâche en plus de la sauce. Voilà, c'est un travail complètement gastronomique. Et en plus de ça, avec des produits accessibles. Rappelons que la gastronomie n'est pas l'utilisation de produits de luxe, mais l'optimisation du produit. L'optimisation du produit. Voilà. Donc en fait, on peut très bien être en collectivité et faire de la gastronomie. D'habitude, cette opération se fait avec de l'eau et une boîte de bisque ou de fond synthétique en poudre. Alors bon, ici on n'utilise quasiment pas de produits, je dis quasiment pas parce que je ne suis pas tout seul à travailler, hein, bon, je ne peux pas imposer ma philosophie à tout le monde. Mais on évite d'ailleurs, ça se transmet, et quand on fait les choses et qu'on prouve qu'on peut le faire, d'office on a du bénéfice sur l'ensemble du personnel. Comme je t'ai montré le taboulé tout à l'heure, bon, mon collègue a opté sur cette formule et maintenant il se fait plaisir à servir du taboulé fait maison, quoi.
Je te disais que là actuellement on est en train de préparer des omelettes pour un repas du soir, donc on les prépare par anticipation, on va les garder au chaud. Mais quand c'est sur un repas de midi, on peut très bien avoir une viande sur le self rôti, sauce, n'importe quoi, et préparer les omelettes pendant le fût tendu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elles sortent, on les met directement comme au restaurant, quoi. Donc une personne qui est au kiosque et qui sert, et Voilà. une autre qui produit pour Et avoir une les autre qui produits au produit dernier en moment. direct, voilà. D'accord. On a des omelettes baveuses, individuelles et sans matière grasse. C'est le troisième objectif qui est le plus important, parce que justement l'omelette c'est une pompe à huile. Si on fait ça en sauteuse, c'est magnifique, ça va vite. On fait des quantités industrielles à la fois, mais le résultat c'est de l'huile à l'œuf, quoi. Hein. Non, ça va. Ça va, j'avais peur que le soir. Alors là, on travaille une brebis qui va nous servir à réaliser un couscous. Donc une brebis, c'est une bête qui a déjà nourri quelques agneaux. Donc ce n'est pas un agneau et ce n'est pas non plus un mouton. Hein. Quel est l'avantage de prendre une bête entière comme ça? Mais l'avantage, c'est surtout le rendement du produit. Parce que quand on travaille sur un produit entier, voilà, quand on travaille sur un produit entier, on a toutes les parties et on a un prix de la bestiole qui est en gros le prix que vous trouveriez sur le navarin, c'est-à-dire viande avec os. Alors que là, on a toutes les parties nobles qui sont récupérées. Donc il y a 2 épaules, 2 gigots et puis après il y a une traîne de côte avec sa selle. Donc je vais faire un couscous sur la base de la basse température. La basse température c'est vieux comme le monde. C'était utilisé en particulier au Moyen-Âge. C'est la base de la charcuterie en fait. Le principe de la cuisson à basse température, c'est de confire les aliments. Alors bon, ça peut varier entre 6 heures jusqu'à 20 heures. Moi personnellement, ce couscous, il va avoir, une fois servi, il va avoir 20 heures de cuisson. On a le droit de faire ça en collectivité? Bien sûr qu'on a le droit de faire ça, dans la mesure où on respecte les températures ne sont pas rompues. Le principal, c'est de maintenir une température supérieure à 65 degrés. Et une fois la cuisson finie, comment ça se passe au niveau réfrigération, conservation? Une fois fini, ça se mange. Par contre, si la basse température est utilisée à but de fabriquer un produit qui va être réfrigéré et resservi après, notamment en charcuterie, à ce stade-là, il faut respecter toute la chaîne du froid et du chaud, c'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé, le produit doit être immédiatement refroidi très rapidement. En moins de 2 heures, on doit obtenir 10 degrés à cœur. Et à partir de là, on a un produit qui se tient bien, où il n'y a aucune formation bactérielle qui peuvent le contaminer. Donc ça c'est possible à faire avec juste une cellule de refroidissement? C'est possible à faire juste avec une cellule de refroidissement. Dans nos règlements, on peut travailler sur une base de 3 jours. Donc au niveau de la dépense d'énergie, c'est plus avantageux que de faire une cuisson rapide sur 3 ou 4 heures mais à forte ébullition? À ce stade-là, oui. Faire cuire sur une longue période à basse température, c'est beaucoup plus économique sur le plan énergie que de cuire en 3 heures à 4 heures. Parce que bon, en gros, c'est ce qu'on a pour faire un service. On a 3-4 heures pour servir un plat. Donc quand on part sur une viande qui est assez fibreuse et assez longue à cuire, en 3-4 heures, on donne des produits qui ne sont pas à terme. C'est-à-dire que dans l'assiette, vous allez avoir des chewing-gums, quoi. Vous n'allez pas avoir une viande qui est reposée.
les gigots, je vais les prélever. Ils vont me servir à une utilisation ultérieure parce que bon, toutes les parties avant vont me suffire. Je rajoute à l'intérieur donc en viande noble le carré et la selle. Et donc les gigots vont nous servir sur une deuxième préparation. Ils nous serviront un choix multiple sur une journée ultérieure. Je vais les mettre au frais et je reviens. Bon, cher André, on va te laisser travailler. Je vais attaquer la bestiole et puis après suturer sur les légumes. Bon courage mon chef. Merci toi aussi. Et donc à la prochaine, j'espère. À très bientôt. À très bientôt. Merci pour tout. Je fais une cuisine familiale. Je ne travaille qu'en frais. Et j'essaye de faire en même temps découvrir aux enfants, aux élèves, ce que peut être le départ de la gastronomie. C'est-à-dire que quand ils sortent d'ici, en terminale, ils ont les bases pour affronter la vie en restauration avec des bonnes bases. Ils savent ce que c'est que l'aigre doux, ils savent ce que c'est que un coulis d'écrevisse, ils savent ce que c'est qu'un poisson cru, ils savent ce que c'est qu'un poisson cuit, ils connaissent à peu près tous les poissons de la bouillabaisse, tous les poissons de la soupe, enfin tous les légumes aussi, hein, puisqu'on part, on couvre toutes les saisons. Donc, et tous les légumes dans tous les sens, c'est-à-dire les aubergines confites, les courgettes en gratin. Hier, on leur a fait des côtes de blettes en béchamel au choix avec du fenouil confit au citron, etc. Enfin, bon. Pourquoi tu as fait ce choix de cuisine ici? Pourquoi j'ai fait ce choix? Premièrement, parce que c'est mon métier et que mon métier, ça se respecte. Et que si j'ai eu des maîtres de stage et si j'ai eu un apprentissage, c'est justement pour respecter ce que j'ai appris auparavant. Sinon, faire ce que j'ai appris auparavant qu'à la maison, ça sert à 3 personnes, ça sert à rien, autant que ça serve à 800. Et comment ont réagi les élèves et les professeurs par rapport à ta démarche? Alors au début, ça a été un peu dur parce qu'un cuisinier éducateur qui allait se frotter aux profs de maths, aux profs de français, c'était assez mal vu. Puis petit à petit, la nourriture aidant, la convivialité de la table, les discussions autour de la table, que pouvait créer un bon repas, m'ont donné raison. Ça a été long. J'appréhendais surtout le fait de travailler beaucoup avec des produits frais. Et je me suis dit, mais on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, ça doit coûter une fortune, enfin bref. Et très rapidement, je me suis aperçu que c'était exactement le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec de la 5e gamme, des produits élaborés qui sont chers, hein, à l'achat finalement, et de manière, qui sont préparés de manière différente, hein, eh bien, je me suis aperçu que c'était pas du tout le cas. Alors, mes fournisseurs, je les choisis comme on faisait au 19e siècle. C'est-à-dire, je vais les voir, je discute avec eux, je leur explique ce que je veux faire. Allez, top là, il n'y a pas de marché public, il n'y a rien, c'est à la confiance. Et ça marche vraiment très très bien comme ça, quoi. C'est même fou, j'arrive à être en dessous les tarifs du marché, des marchés publics. Les fournisseurs sont principalement locaux? Oui. Les légumes, c'est Cavaillon, c'est à 25 km. La viande, c'est à Arles. À 35 km, c'est des abattoirs. Je me sers directement aux abattoirs. Pour le taureau, pour l'agneau, pour le porc. Le poisson, c'est à 70 mètres d'ici. C'est à la poissonnerie juste à côté. Voilà, c'est tout. Et puis pour l'épicerie, l'épicerie, on ne peut pas
éviter de, comment dire, de servir sur les grosses plateformes. Voilà. Donc en collectivité, on peut se fournir directement dans un abattoir, il n'y a pas de problème d'hygiène. Non, il n'y a pas de problème d'hygiène. Il faut savoir que chaque lycée, 700 personnes qui mangent. C'est un petit village. On peut faire vivre 2-3 commerces, un petit village. J'élabore mes menus 1 an à l'avance. Avec un plateau saisonnier, donc j'ai mes tableaux de saison et puis j'ai un outil que j'appelle le Dicoplat sur lequel j'ai 60 recettes de poisson, 60 recettes de viande, 100 recettes de légumes, 200 recettes d'entrée et on change tous les jours. Si on veut de la qualité et pouvoir fonctionner de façon rationnelle, on est obligé d'avoir une légumerie d'enfer, des machines qui marchent bien et sûres. Et j'ai fait très très attention à mon outil de travail. Et puis des machines de compétition, quand on a une centrifugeuse pour la soupe, un coupe-légumes. Bon, il a 20 ans le coupe-légumes, hein, mais il marche. C'est un robot coupe. Le personnel qui travaille avec moi, c'est moi qui tiens le projet. Après, on fait un projet partagé, si tu veux. Je leur dis ce que je veux, les orientations et pourquoi. Ils adhèrent ou ils adhèrent pas. S'ils adhèrent pas, ils sont dans la merde. Et s'ils adhèrent, ils se régalent. Donc ils préfèrent se régaler, ils adhèrent généralement. Mais il faut savoir que c'est compliqué parce que là, tu vas voir ce matin, il n'y a pas de pause. C'est 6 heures, 2 heures, on n'arrête pas. Comme un service de restauration traditionnel. Comme un service de restauration traditionnel. Mais bon, en contrepartie, je les aide beaucoup. Voilà, on essaye d'avoir des contreparties, sinon c'est pas viable, quoi. Tu as perdu des gens de ton équipe comme ça qui ne voulaient pas travailler de cette façon? Deux qui sont partis, et qui ont été remplacés. Et c'est comme ça que j'ai fait une équipe. Après, en fait, c'est ma notoriété qui a servi. Les gens, ils sont venus ici parce qu'on travaillait autrement. Ils sont venus chez Valadier, voilà. Bien là, je viens de faire rissoler... auparavant, j'avais fait rissoler l'agneau. Donc j'ai fait pareil, j'ai fait rissoler l'agneau, je l'ai déglacé avec le jus du couscous et j'ai rajouté dans le couscous le jus de l'agneau. Je viens de faire rissoler le poulet. Je prends la cuisson de mon couscous et je m'en sers pour déglacer le poulet de façon à ce qu'il y ait une osmose de goût dans le couscous. On rajoute pas du jus, on n'achète pas des jus en boîte, là, des merdes à 200 balles la boîte, là, c'est dégueulasse. Les jus de volier, là. Même le fumet de poisson, je le fais moi alors. Moi, ça fait 15 ans que je suis là. C'est moi qui ai fait passer son examen BEP bio-service. Ouais, c'était mon jury. J'étais son jury. C'est drôle. Hein. Ensuite, j'ai passé un concours et j'ai été nommée ici à l'Empéry. Et puis, comme il manquait toujours du personnel en cuisine, j'étais directement en cuisine. Et là, comme j'étais passionnée de cuisine, il l'a vu de suite, je ne sais pas pourquoi. Et il m'a appris à désosser la viande, à tirer les filets des poissons. Plein de choses au niveau quantité de collectivité. Et puis par la suite, comme je voulais avoir un bac, j'ai passé mon diplôme en candidat libre de l'aide de Dominique et de sa femme. Et puis j'ai réussi. Donc voilà, le trajet. Elle est plus forte que moi, elle a le bac pro, moi je ne l'ai pas. C'est beau. Et là, je vais le couper en tranches pour le servir, pour le faire au service. Alors le gros avantage, si tu veux, c'est que
comme c'est du saumon frais et que c'est nous qui le fumons, ça ne coûte pas cher du tout, quoi. Ça nous revient à 7,50 € le saumon fumé le kilo. Ça te donne pas envie, un petit bout de saumon fumé? Ah si, allez. Allez. Tiens. Aujourd'hui, j'accueille donc pour une visite et puis une prise de contact des locaux et des personnels, la façon dont nous travaillons. Donc c'est ce qui vous intéresse aussi, je crois, hein, particulièrement, la façon dont travaille Dominique Valadier dans la restauration. La réputation de ce lycée a franchi les frontières de la ville pour venir jusqu'à nous, à Aix. Et donc on est venu s'informer des méthodes de travail et de la qualité, de la démarche qualité qui a été mise en place ici. Ne travaille pas trop, Jojo, sinon tu ne vas pas pouvoir l'étaler. Hein? Commence peut-être par le bord, tu vois. Hein? T'as mis de l'huile dedans? Oui. Pas assez. Tu la rends vachement élastique. Moi, je la travaille une seule fois. Je la fais monter et j'étale. D'abord, c'est le constat, je dirais, d'une insatisfaction de la part des élèves. C'est-à-dire qu'on constate qu'à un moment donné, les élèves se désinscrivent de la demi-pension parce qu'ils n'y trouvent pas une réponse à leurs souhaits. Et donc, ça nous a amené à réfléchir sur le mode brasserie, par exemple. Donc, nous voudrions passer ou mettre en service à la fois le service traditionnel, mais aussi le mode brasserie. Donc ça, c'est déjà un premier élément. On ne colle plus à la demande des étudiants. Et le deuxième, c'est que il faut passer aussi à l'alimentation biologique. Et donc, ça nécessite, je dirais, là encore, une expertise qu'on n'a pas. Donc, il faut acquérir. Et troisièmement, il y avait ce rapport que je crois auquel sont très sensibles les parents. Les parents payent et ils veulent que leurs enfants mangent. Et donc, on s'aperçoit correctement. Et donc là, il y a un contrôle. Il y a un contrôle normal qui fait partie de l'évaluation des politiques publiques. Il faut vérifier que les enfants soient correctement nourris, quoi. Donc dans une structure scolaire, le parent d'élève et le comité qui le représente sont quand même un levier, ont quand même un certain poids par rapport aux décisions que vous prenez. Oui, tout à fait. C'est réellement pris en considération. Tout à fait, absolument. Ça l'a toujours été. Pour compléter un peu le propos, je dirais simplement que de plus en plus les parents deviennent des partenaires du système. Ce ne sont plus que des usagers, ce ne sont pas que des clients, ce sont des partenaires. Et la preuve en est, c'est que les fédérations participent aux commissions, mais elles nous accompagnent aussi dans nos démarches. Elles auraient pu venir travailler avec M. Perrault et son chef et faire de ça un problème purement administratif. Au contraire, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant et je remercie les parents des deux fédérations d'être là et de montrer qu'ils s'associent pleinement à notre démarche, quoi.
rien à faire, je t'embauche. Celle-là, elle est moins mouillée. Hein. Il va falloir que je la remouille. Et nous avons mis les moyens, parce que c'est bien, mais il faut que l'administration soit d'accord et suive, parce que nous mettons les moyens en personnel. Ça, il ne faut pas se le cacher. Ça nous coûte, c'est un sacrifice, et ce n'est pas l'agent chef qui me dirait le contraire, que nous faisons, puisque nous mettons des moyens, mais dans un objectif précis, puisque la qualité de la restauration, elle est reconnue, mais elle fait partie intégrante du projet d'établissement. Voilà. La qualité de la restauration, de l'accueil, contribue, comme je le dis toujours, tout acte de fonctionnement est un acte pédagogique. Bien chauffer un lycée, bien l'éclairer, un tableau propre, un beau tableau, un écran plat, etc. Une salle propre, ce n'est pas une salle qui va être dégradée, c'est une salle où on va avoir envie de travailler. Tout est pédagogique, tout acte, à partir du moment où on travaille à l'éducation, tout doit être orienté à l'éducation de l'élève. Saumon fumé, alors voilà. Expliquez. Dominique, il faut expliquer. Ben, saumon fumé, ça veut dire quoi? Saumon fumé, c'est maison. Ça veut dire que l'intendant, il est venu voir l'intendant, il a dit, monsieur Perron, il faut m'acheter un fumoir. Moi, il serait venu la première année en me disant il faut m'acheter un fumoir, j'aurais dit oui, vous allez aller fumer. Vous avez déjà fumé. Je lui ai dit d'ailleurs, c'est interdit de fumer. Alors. Mais voilà, donc c'est plein de choses après qui se déclenchent. Quoi. Mais je sais ce qu'il va faire. Bon, au début, et là, franchement, c'est. Et vous dites que l'été, donc il y en a qui prennent que des hors d'œuvre. Ah oui, c'est bien prenant dans l'équilibre de la... non, ça gêne pas. Nous restons dans notre fourchette de prix, c'est évident. Je suis gestionnaire, je ne peux pas faire autrement. De temps en temps, je dis à Dominique Valadier, non, là ça ne va pas être possible, ou là on a dépassé, il faut revenir. Et bon, voilà. Donc on intervient forcément sur la variable coût. Ça s'équilibre très, très raisonnablement, justement, comme ce que je craignais ne s'est pas avéré, donc on a réussi. En plus, on a fait une innovation au niveau, ça on va le voir avec mon collègue et les parents, on va le voir sur la façon de présenter les hors d'œuvre. Et ça, on a amélioré beaucoup avec Dominique. Le problème du gaspillage. Là aussi, on a eu une démarche, elle n'est pas médiatisée, mais elle existe. Tu vas voir, quand l'élève va... Alors ça, c'est une catastrophe à lui, entre parenthèses. 40% de la nourriture est jetée. Tu vas voir que là, l'élève apporte son repas à table, et il apporte son plateau, et il jette ses déchets. Et ça, c'est très important. Parce que la personne qui jette, elle est sensibilisée. Parce que quand c'est une accoutumance, tous les sensibilisée. Ils perdent de leur... à ça. En plus, les personnes qui travaillent dans ce secteur difficile, la plonge, sont en contact avec les élèves. Et non pas, c'est ce que je disais à lui, c'est catastrophique parce qu'en ce sens, il y a un mur. Les personnes qui sont derrière souffrent beaucoup. On a un chef qui est boucher. On a un chef cuisinier et on a un boucher. C'est-à-dire qu'ici, on rentre le bœuf en demi-carcasse. Bonjour, bon appétit. Sans viande, que de la semoule. Tu manges pas, Serge? Tu reviens au rab. Il y en a à volonté. À volonté. Ben, tous les jours à volonté. Ah ouais, quand même. Les jeunes qui prennent la tapenade, qui passent devant les trucs, sont comme ça. C'est génial, par ici, un truc de malade. Regarde-moi ça. Et libre en plus, il n'y a même pas de surveillance que dalle. Salut. Ouais.
toi aussi. Con, rien. Ouais, mais elles sont à 3 €, non? Pourquoi je viens ici? C'est parce que j'ai un interlocuteur qui me parle de légumes, de ses problèmes, moi j'y parle des miens. Non, mais c'est ça. Et c'est comme ça qu'on fait le commerce, c'est pas à travers un coup de fil ou des papiers. Hein. T'es d'accord? Bon. Ils sont vachement beaux. Regarde ça. On a déjà vendu depuis les quotas. Tiens, regarde. Tout ça parce qu'il a une petite tache là, les gens ne veulent plus, tu vois. Combien? Pareil, d'accord. Ça marche, je prends. Premier pays. Oh. Tu vois ça? Mais j'ai été comme toi, moi. Ce qui m'a tué, c'est que les lycées et les collèges du coin ne se fournissent pas sur le mine. Alors que c'est si simple. Ils pourraient y venir tous les jours. Ils commandent la veille, ils disent demain on est là. Ou alors une semaine avance, voilà. Mardi soir on viendra, mardi matin on vient chercher ça, mercredi matin on vient chercher ça. Je dis s'ils veulent pas stocker. Entre les collèges et lycées, je crois que ça fait 5, ça doit représenter, allez, mettons 10 000 élèves. Ouais, quand même. Dans le coin, parce qu'il y a Roubion et tout ça, là, tous les villages à côté et tout ça. C'est 10 000 élèves, ils sont même pas capables de venir se chercher des légumes. Et je suis sûr même qu'ils les livreraient, tu vois. Tellement il serait content de fournir des gamins. Parce que lui, c'est ça qui l'intéresse. Ah oui? T'en avais déjà parlé? Ah oui, on en a parlé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que c'est des gamins qui mangent des légumes. Quoi. Parce que c'est son métier de futur. Bah, bien sûr. Attends, c'est son métier qui est en cause là. Parce que là, l'avantage, c'est que j'ai qu'un intervenir entre le paysan et moi, c'est lui. Parce que je peux pas aller décemment chez le paysan. Je vais pas faire le tour de Château-Renard, Grance, La Manon. Bien sûr. Hein, les épinards, c'est à Grance, les choux-fleurs, c'est à Château-Renard. Et puis ça fait les romanesco, c'est La Manon. Les pommes de terre, c'est je sais plus où, c'est près d'Avignon. Je vais pas faire 270 km pour... Non, ou alors il faudrait quelqu'un qui s'occupe que de ça, quoi. Que de ça. Donc, et puis bon, après tu as toute la consommation d'essence, l'assurance de la bagnole, tu as tout qui rentre dans le prix, quoi. Tandis que là, bon, j'y fais confiance, il me fait confiance. On échange nos capacités, notre métier, c'est ça l'important. Dans la discussion qu'on a eue autour des choux-fleurs, c'est notre métier de chacun. Moi, je suis capable d'utiliser des choux-fleurs légèrement tachés à condition qu'il me les fasse à bon prix. Lui, il me fait un bon prix parce qu'il est commerçant. Et au lieu de les jeter, il gagne toujours 50 centimes du kilo, quoi. Vous l'avez fait? Pas commencé, même pas? Mais qu'est-ce que vous attendez là? Merde! Donc là, Mathieu, tu viens de bosser sur un film, et en fait, c'est la pause ou c'est quoi là? Alors là, c'est purement professionnel. On parle de biodiversité locale et on est en train de goûter du faux filet de taureau. C'est purement professionnel. Un petit mot pour Fred, les deux là. C'est dommage que tu sois pas là, mais j'essaierai de t'en télécharger un bout. Je parle pas la bouche pleine. Trop dur les conditions de travail, Fred, trop dur. Nous on fait plus ça, on arrête. Fini. Fini. Voilà.